c'est pas grave. Moi, je sais pas, mais vous en faites quelque chose. Avec le Coca-Cola, c'est moins bien. Non, non, c'est... Ça ne change plus. Lorsque vous êtes ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, vous êtes entouré par une armée de conseillers et aussi de policiers chargés de la sécurité des hautes personnalités. Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de se couper de la réalité des citoyens et du coup d'impacter votre communication? À vrai dire, ça coupe assez peu, d'abord parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, tout simplement pour avoir des contacts avec les gens. Vous savez, les journées, elles commencent en général à 6h30, 7h moins le quart, quand il n'y a rien dans la nuit, parce qu'il arrive dans la nuit, on doit se lever pour aller à son bureau ou pour aller au centre d'opération. Et puis ça dure jusqu'à, en général, je quittais mon bureau vers 22h, 22h30. Alors, pour autant, moi j'ai toujours eu l'habitude de m'échapper un peu. Alors, très difficile de s'échapper quand on vit dans des locaux officiels. Et c'est vrai que quand vous êtes ministre de l'Intérieur ou quand vous êtes ministre de la Défense, c'est très difficile d'aller à l'extérieur. Ça, on ne le comprend pas toujours. Et au début, comme ministre de la Défense, j'ai essayé. Puis quand 3 fois au milieu de la nuit, j'étais obligée de réveiller et le chauffeur et l'officier de sécurité pour qu'ils viennent me chercher chez moi pour m'amener au ministère parce qu'il y avait besoin d'une cellule de crise, et ça me faisait perdre d'ailleurs de toute façon 1 heure, c'était plus simple de vivre au ministère de la Défense ou au ministère de l'Intérieur. Ça vous permet d'enfiler un jean, un pull, et puis vous allez en cellule de crise et sans déranger personne, et puis vous y êtes en un quart d'heure. Donc, si vous voulez, vous avez ça, mais néanmoins, j'ai toujours gardé moi, mon appartement. Et donc, de temps en temps, je leur disais, surtout le samedi ou le dimanche, ben, je vais chez moi et je reste chez moi l'après-midi. Et dès qu'ils avaient tourné le dos, et heureusement j'ai 3 entrées différentes, je filais et je partais toute seule. La vie politique, elle est faite d'une telle façon que vous ne pouvez pas, alors même que vous en ressentiriez le besoin, prendre une année en disant j'ai besoin d'une année, d'abord pour me remettre à flot physiquement, parce que c'est quand même, vous savez, c'est 5 heures maximum de sommeil par nuit, à condition de ne pas être réveillé la nuit. Au ministère de l'Intérieur, il y avait 3 nuits par semaine où j'étais réveillée à 2h du matin, 4h du matin. Parce qu'il y avait un accident majeur, parce qu'il y avait un incendie majeur, parce qu'il y avait un assassinat, parce qu'il y avait un tremblement de terre aux Antilles, parce qu'il y avait un crash d'avion. Et donc c'est physiquement difficile. Mais je dirais que c'est intellectuellement aussi difficile, parce que vous passez votre temps à régler un type de problème. Et que même si vous avez une famille, d'abord vous la voyez peu, et même si vous avez des amis, vous les voyez peu. Et donc, moi, j'ai eu aussi le sentiment de ne pas voir le monde bouger. Et ça, c'est dommage. Et je trouve que les États-Unis, de ce point de vue-là, je ne suis pas une grande admiratrice de la totalité de ce qui se passe aux États-Unis, mais je trouve que c'est beaucoup plus sage d'avoir des périodes où vous êtes dans la vie publique, et puis ensuite vous allez passer dans la vie privée. Je vois que ce soit Hillary Clinton ou Rumsfeld ou autres, ils ont fait ça sans arrêt, j'en discutais avec eux, et c'est vrai qu'ils passent quelque temps, et puis ils peuvent revenir, et dans un sens et dans l'autre. Vous avez été confronté à des attentats et à des actes terroristes, par exemple le 11 septembre. Comment communique-t-on auprès des citoyens après un tel événement, et avez-vous un souvenir particulier concernant ces questions? Vous n'avez pas une situation de crise qui ressemble à une autre. J'ai été confrontée, oui, il y a eu des attentats, il y a eu des guerres. Bon, je vous parlais tout à l'heure de Karachi, que j'ai eu Bouaké à gérer, c'est-à-dire la crise ivoirienne. J'ai eu effectivement des opérations, des enlèvements, j'ai eu beaucoup de prises d'otages, dont on a peu parlé, ça fait partie aussi du quotidien, et il est évident que ça ne se gère pas du tout de la même façon. Ce que vous allez dire va avoir un impact sur la gestion directe de la crise. Une prise d'otage. Faut-il en parler ou ne pas en parler? Pour revenir à des choses qui ont été dites rapidement. Bien, selon les cas, vous pouvez mettre en péril ou au contraire aider les gens qui sont pris en otage.
Et souvent, pour le savoir, il faut que vous sachiez entre les mains de qui sont les otages. De la même façon, je sais que ça fait râler beaucoup certains politiques, certains journalistes. On ne doit jamais parler des problèmes de rançon, qui sont vus d'une façon totalement fausse. Parce que le problème, c'est que vous avez les preneurs d'otages, dont les intérêts sont très divers. Ils sont souvent plus intéressés à faire justement une opération médiatique ou à faire libérer certains prisonniers que réellement par de l'argent. En revanche, vous avez des intermédiaires qui, eux, ne sont intéressés très souvent que par l'argent. Il faut savoir que les preneurs d'otages ou les terroristes savent tout ce que vous faites. Via Internet en particulier, moi je suis frappée de voir que des groupes qui peuvent être au fin fond du désert savent parfaitement comment vous raisonnez. Et c'est là où il faut avoir des collaborateurs à la fois de toute confiance, parce que eux, il faut absolument tout leur dire. Il faut que les attachés de presse autour de soi sachent tout pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer, parce que très souvent, la parole du ministre doit être rare. La parole du ministre, c'est pratiquement la déclaration. Alors, c'est la déclaration de guerre à Gbagbo, c'est la déclaration de confiance auprès des militaires ou auprès des policiers, mais pour le reste, ça doit être géré par l'attaché de presse ou par le responsable de communication. Donc, lui doit tout savoir et en même temps avoir cette conscience que ce qu'il ou qu'elle va dire peut avoir un impact considérable sur le dénouement éventuel de la crise, voire sur la vie des personnes qui sont concernées. Je pense que c'est probablement l'aspect le plus passionnant, mais également le plus difficile de votre futur métier. Vous avez été en contact avec des personnalités étrangères et des homologues étrangers. Avez-vous un souvenir particulier à nous exprimer? Oh, j'en ai pas un, j'en aurais 50. C'est très compliqué. Ça vient du président chinois Hu Jintao, que j'avais connu quand j'étais présidente du RPR et que lui-même était président du Parti communiste chinois. Alors, une anecdote, un jour nous discutons de façon très décontractée, parce que c'est quelqu'un qui avait finalement beaucoup d'humour. Et puis, à un moment donné, il me dit, oui, les partis c'est important. Et il me dit, et alors vous avez combien de militants? Alors, à l'époque, on devait être à 90 000, je me dis, il doit en avoir plus que moi, donc j'essaie d'éluder la question, et donc je la lui renvoie, je lui dis, vous, oh Dieu, oh, moi j'en ai 5,5 millions. Donc tout le reste de la conversation, j'ai cherché à ne pas expliquer exactement combien nous avions de militants en la matière.